Salut tout le monde, c'est Déborah, j'espère que vous allez bien, ou en tout cas que vous allez pas trop mal. Pour changer un peu, on va parler de Pixar aujourd'hui, à l'occasion de la sortie au cinéma de Vice Versa 2, réalisé par Kelsey Mann. Bon, entrons directement dans le vif du sujet. J'ai trouvé le film beau, drôle, un peu touchant à certains moments, mais je trouve juste que la formule n'a pas assez changé pour fonctionner aussi bien que dans le premier film. Et puis globalement, ça reste un traitement assez sage et consensuel de l'adolescence et de la puberté si on le compare par exemple à Alerte Rouge, qui abordait exactement les mêmes thématiques. Sinon, le personnage d'anxiété est super cool, mais les autres émotions malheureusement sont trop anecdotiques, anciennes comme nouvelles, elles passent leur temps à se disputer le temps d'écran justement. Et voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire d'intéressant en fait, c'est pour ça que je préfère parler des enjeux autour de la sortie de Vice Versa 2. Pour rappel, depuis 2020, Pixar n'est pas au meilleur de sa forme. Il y a d'abord eu la pandémie, l'arrivée de Bob Chapek, Disney+ qui a changé les habitudes du public et les problèmes de trésorerie, le coup de grâce étant le crash de Buzz l'éclair en 2022 alors qu'il devait marquer le retour de Pixar et de son public en salle. Du coup, en novembre 2022, Bob Iger a repris la place de PDG qu'il avait cédé 2 ans plus tôt pour empêcher le navire de couler, quitte à balancer des personnes par-dessus bord. Et c'est clairement ce qu'il a fait. En mai dernier, une nouvelle vague de licenciements a été annoncée dans un courrier interne, la plus massive de l'histoire de Pixar. Selon The Hollywood Reporter, on parle de 14% des effectifs du studio, donc environ 175 personnes réparties dans plusieurs services, et ça arrive moins d'un an après l'éviction de 75 autres employés, dont Angus MacLane, Galen Sussman et Michael Agulnek, qui étaient parmi les piliers du studio. Du coup, tous les regards et les livres de comptes sont logiquement tournés vers Vice Versa 2, parce que si on laisse de côté Buzz l'éclair, qui est un spin-off un peu particulier, la dernière suite de Pixar, c'était Toy Story 4, donc leur dernier méga carton en date. Et c'est pas la suite du voyage d'Arlo ou de Rebelle, mais d'un film très populaire qui avait gagné plus de 858 millions de dollars au box-office mondial. Selon Variety, la suite aurait coûté 200 millions de dollars, donc un peu plus cher que le premier. Et au moment où j'écris cette vidéo, le film n'est pas encore sorti, mais les projections tournent autour de 135 millions de dollars au box-office mondial pour son démarrage en salle, dont 85 millions à domicile, ce qui se rapprocherait des scores du premier volet. Bon, par contre, il faut certainement se faire à l'idée que Pixar ne refera plus de démarrages nationaux aussi énormes que celui à 180 millions de dollars des Indestructibles 2 ou celui à 135 millions de dollars du Monde de Dory. Alors, depuis que j'ai écrit et tourné cette vidéo, le film est sorti et, juste pour me donner tort, il a encaissé 155 millions de dollars à domicile et à l'heure actuelle, il est proche des 300 millions de dollars au box-office mondial. C'est déjà plus que pour Buzz l'éclair sur l'ensemble de son exploitation. C'est aussi plus que pour les démarrages du premier Vice Versa et de Toy Story 4. En fait, c'est même le deuxième plus gros démarrage d'un film Pixar derrière Les Indestructibles 2. Et si on regarde du côté des gros succès de 2023, c'est plus que le lancement de Super Mario et presque autant que celui de Barbie. Allez, je vous rends la Déborah du passé. Pete Docter, donc le directeur artistique de Pixar, qui a aussi co-réalisé Monstres et compagnie, Là-haut et le premier Vice Versa, a confié au Time que si Vice Versa 2 ne fonctionne pas, si le public n'est pas au rendez-vous, ce sera vraiment la panique à bord et il faudra à ce moment-là prendre des décisions encore plus radicales. Bon de toute évidence, aucune autre tête ne va tomber. On sentait même une forme de dépit et de résignation anticipée, puisqu'il s'est plaint que les gens n'allaient pas voir les films originaux alors qu'ils vont plus facilement vers les suites, qui, de fait, aujourd'hui ont plus de valeur. Du coup, oui, on peut pas contredire. Et c'est plus ou moins ce qu'il expliquait déjà en 2021 quand il parlait des suites comme de sécurité financière et d'obligations. C'est donc un gros rétropédalage par rapport à l'enchaînement de films originaux qui a commencé en 2020. Mais c'est un constat global en fait. Si on regarde par exemple du côté de DreamWorks, c'est la même réflexion. Depuis la pandémie, le studio cofondé par Jeffrey Katzenberg est dans la mouise. Ils ont seulement réussi à sortir la tête de l'eau avec le Chapeauté 2, qui avait la décence de ne pas nous prendre pour des quiches, puis Kung Fu Panda 4, qui lui fait le minimum syndical mais gagne plus que Dragon 3 et n'importe quel autre film sorti pendant la pandémie. Donc si un Toy Story 5 est annoncé d'un côté, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un Shrek 5 soit lancé de l'autre. Évidemment, tout ce brainstorming a commencé avant la sortie de Vice Versa 2, ce qui fait qu'en mai dernier, le président de Pixar, Jim Morris, a aussi indiqué que le studio allait abandonner la production effrénée des contenus Disney+, qui avait été initiée sous Bob Chapek, avec ses merveilles que sont Bienvenue chez Doug, Monstre au travail, Fourchette se pose des questions et Cars sur la route. L'idée maintenant est plutôt de se concentrer sur les longs métrages qu'il ne prévoit plus de sortir directement sur Disney+, alors que fin 2020, il était plutôt question de faire pencher la balance en faveur de la diffusion en continu, le fameux direct to consumer. Là encore, un accent anglais, mais
Consumer. Là encore, ça rétropédale, mais on va pas trop s'en plaindre. Enfin, si, quand même, parce que Pete Docter a aussi eu cette réflexion que je trouve assez triste et qui a d'ailleurs été reprise un peu partout dans la presse, sur la soi-disant nécessité de parler d'expériences communes plutôt que de catharsis de réalisateurs ou de réalisatrices. En gros, revenir à des concepts plus larges et universels du type monstre dans le placard ou jouets qui prennent vie. On peut pas s'empêcher de penser que cette déclaration vise des films comme Luca d'Enrico Casarosa, Alerte rouge de Domichi et Élémentaire de Peterson, pour lesquels les réals ont puisé dans leur passé et leur propre enfance. Personnellement, j'aime beaucoup ces 3 films qui débordent d'émotions et racontent des choses importantes, parfois quasi inédites, comme dans Alerte rouge. Alors oui, ces films sont plus intimistes et vaguement autobiographiques, et ils parlent peut-être plus d'identité, de la découverte de soi que de celle du monde, mais je comprends pas en quoi ils ne cherchent pas à parler au plus grand nombre à travers le récit qui reste métaphorique. Ça donne l'impression que la prise de risque et le pas de côté sont prohibés, alors que le studio est ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il a pris des risques et fait des pas de côté par rapport au reste de l'industrie. Et surtout, ce genre de constat, ça pourrait donner un violent coup de frein à tout ce qui a été fait sur les questions de représentation et d'inclusivité à l'écran. Et puis, c'est oublier 2 choses importantes. Premièrement, personne n'a fait en sorte que ces films fonctionnent ou atteignent seulement les salles de cinéma. Ils ont été balancés en VOD ou SVOD sans autre forme de procès, réduits à du simple contenu pour alimenter le catalogue de la plateforme. Dans le cas de Soul, c'était une solution de repli et de bricolage à cause de la pandémie, puis c'est devenu une stratégie d'exploitation assumée. Dans le cas d'Alerte rouge, les employés de Pixar avaient même exprimé leur déception et leur mécontentement. Et ce serait d'autant plus malhonnête de tirer un constat des chiffres des récentes sorties cinéma de Soul, Luca et Alerte rouge. C'est vraiment comme faire un croche-patte à un coureur et lui reprocher de ne pas avoir franchi la ligne d'arrivée juste après. Deuxièmement, c'est oublier le cas d'Élémentaire, qui a fait le pire démarrage de l'histoire du studio, mais a sorti la tête de l'eau, notamment grâce à un bouche à oreille positif, et a presque atteint les 500 millions de dollars au box-office. Et c'est pas les chiffres de Coco ni du premier vice-versa, mais dans l'état actuel de l'industrie, c'était plutôt encourageant, surtout pour un film original. Et ça prouvait bien que les gens peuvent aller tardivement en salle quand ils n'ont pas le film en VOD un mois seulement après sa sortie. On verra bien ce que vaut Elio, le prochain film original du studio qui doit sortir en juin 2025 et qui prend le risque de retourner sur le terrain de la science-fiction alors que c'est pas le genre qui réussit le plus à Disney et à Pixar. Il sera suivi de Toy Story 5, une suite attendue avec autant d'impatience que de méfiance. À voir donc si Elio pourra surpasser Élémentaire et si Toy Story 5 sera une bonne bouée de sauvetage et la confirmation que les suites sont, du moins financièrement, le bon cheval sur lequel miser. Ah, cette phrase a vraiment mal vieilli. Mais est-ce qu'il sera possible de relancer une machine sur laquelle on a tapé pendant des années? Rien n'est moins sûr, surtout d'un point de vue artistique et critique. Bah oui, mais je pouvais pas savoir. Quoi qu'il arrive, on suivra tout ça de près, que ce soit sur la chaîne ou sur le site. Voilà, cette petite vidéo business et fausse critique est terminée, mais avant de vous laisser, comme j'évoquais le site juste avant, j'en profite pour rappeler qu'on propose un abonnement qui donne accès à des dossiers exclusifs sur tout plein de sujets divers et variés, et c'est aussi ce qui nous permet de survivre, donc c'est gagnant-gagnant. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Stop.